J'ai principalement travaillé dans les 7 premières années uniquement dans des dossiers de violence conjugale et je fais partie de l'équipe des dossiers de violence sexuelle depuis janvier de cette année, plus spécifiquement au niveau des abus sur les enfants et sur les adultes, mais je traite de ce genre de dossier-là depuis les 6 dernières années. Je m'appelle Marianne Tremblay, je suis procureure aux poursuites criminelles et pénales. Je suis au DPCP depuis 12 ans. Je suis attitrée au dossier d'abus physiques et sexuels envers les enfants, ainsi qu'en violence sexuelle depuis plus de 6 ans. En gros, comment s'est déroulée la rencontre là, avec ta procureure en général? Si je ne me trompe pas, j'ai mon intervenant du CARAX à l'époque avec vous m'avait accompagnée. Puis, elle m'avait expliqué comment ça allait se passer, dans le fond, au procès. Parce que, bon, quand je l'ai rencontré, c'est ça s'en allait en procès. Parce que lui, il plaidait non coupable, il disait tout le temps qu'il était non coupable. Donc, elle m'a tout expliqué comment ça allait se passer, comment que l'interrogatoire allait se passer avec elle, la contre-interrogatoire, parler de comment que lui allait témoigner, et aussi le débat des avocats. Et elle m'a vraiment tout expliqué. Elle a revu avec moi, tu sais, ma déclaration. Elle a été très rassurante. Elle était vraiment rassurante. Elle aussi, elle me donnait vraiment l'impression qu'elle me croyait. Elle m'a proposé aussi qu'on pouvait le faire avec un huis clos. Un huis clos, fait que c'est ça, moi, j'avais vraiment apprécié. Ben, dans le fond, c'est généralement les procès, c'est souvent ouvert au public, tandis qu'un huis clos, c'est confidentiel. Donc, c'était vraiment juste nous qui étions dans la salle. J'avais le droit à une personne de confiance. Lui aussi, je crois qu'il aurait eu le droit à une personne de confiance. Puis sinon, il n'y avait personne d'autre dans la salle. Donc, c'était vraiment un procès là, confidentiel. Là. Un coup qu'on était devant elle, puis qu'elle nous a comme expliqué, là, c'est plus pareil, elle était super, la procureure. Puis en plus, elle a dit oui. Fait qu'on a versé des larmes. Je sentais qu'elle me croyait puis qu'elle était avec moi. Là. On partait ensemble en bataille, en guerre. On partait ensemble en guerre, puis on préparait notre armée. C'est comme ça que je le voyais, moi. Puis mon enquêteur, c'était comme le pitbull du devant de l'armée. Fait que c'est imagé, mais ça me donnait de la force. Tu vois, j'ai porté plainte en février, puis je pense que je l'ai rencontré au mois d'août. OK. 6 mois plus tard, à peu près, environ. Il y a quand même un bon délai, là, avant que ce soit pris en charge par la Cour. T'avais-tu une nouvelle de l'enquêteur, justement, entre-temps, qui te tenait au courant de qu'est-ce qui se passe, on en est rendu où? Non. C'est peut-être ça qui manquait. Mais peut-être avec ma mère. Parce que ça, il faut que je dise que j'étais mineure. Ouais. Et d'après moi, oui. D'après moi, elle a eu un suivi de l'enquêteur, mais encore là, je peux pas l'affirmer à 100%. Okay. Mais c'est sûr que j'aurais aimé peut-être un peu plus de suivi, voir où est-ce que ça s'était rendu. Fait que finalement, au mois d'août, j'ai été contactée par la procureure pour qu'on se rencontre, pour qu'on parle de ce qui s'était passé. Mm-hmm. Là, on est en 2011. Mon premier procès a fini en 2017. OK. 6 ans plus tard. Ouais. OK. Le rendu, le verdict a fini en 2017. Mm-hmm. Puis, là-dedans, les délais étaient très longs. Ouais. Mais honnêtement, la procureure, elle m'a suivi de A à Z. Puis elle m'a dit toutes les étapes qui m'attendaient, toutes les... par où est-ce que j'allais passer, par les émotions que j'allais passer. Elle a été une femme en or. Vraiment, j'aurais pas pu avoir meilleur procureur, je crois. Elle était là, puis elle est encore là, exceptionnelle. Elle est là encore pour me répondre à mes questions, pour dans mon processus actuel. Mais oui, toujours d'actualité. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, non, elle répondait à mes questions, elle m'a mis à l'aise tout de suite au début. Elle m'a dit, je sais que c'est pas facile de parler de tout ça. Elle m'a me mettre en confiance,
ça a été gagné, ça a été numéro 1. Ouais, ça, là-dessus, j'ai rien à dire. Le personnel, les avocats, les enquêteurs ont tous été très consciencieux. Là-dessus, j'ai rien à dire sur ces personnes-là, rien de négatif pour ça, parce que justement, ils ont été là tout le temps. J'avais des questions, on me répondait, on prenait le temps de me répondre. J'avais une peur, on me rassurait, donc oui, non. On rencontre la plaignante souvent à nos bureaux, en compagnie de l'enquêteur au dossier. Puis il faut savoir que l'enquêteur au dossier reste le même, tout comme le procureur va rester le même jusqu'à la fin du processus judiciaire. Donc il y a déjà un certain lien de confiance qui est établi entre l'enquêteur et la victime. Donc, on débute la rencontre, on explique le processus judiciaire, voici. Nous sommes avant le processus judiciaire, puisqu'on est à l'étape où on doit décider s'il y a dépôt ou non d'accusation. On est là pour vous expliquer c'est quoi la suite, qu'est-ce qui vous attend. Donc, on explique les différentes étapes du processus. La comparution, les dates pro forma, l'enquête préliminaire, le procès. On explique aussi comment un procès pourrait avoir lieu. C'est une tonne d'informations. Puis moi, je finis tout le temps la rencontre en leur disant, vous n'allez pas vous souvenir la moitié des choses que je vous ai données aujourd'hui, mais ce que je veux vous souvenir, c'est qu'on est toujours là pour vous. Vous avez des questions, vous nous appelez. L'enquêteur, moi, la plaignante va repartir avec mes coordonnées, évidemment. Je ne m'attends pas à ce qu'elle soit capable de nous faire un cours de droit ou un cours sur le processus judiciaire après notre rencontre. Qu'est-ce qu'on entend par rediriger vers d'autres ressources si elle n'est pas prête? En fait, suite à l'instauration de la communauté savoir en violence sexuelle, qui est une des initiatives qui a été mise en place suite à la commission... suite au rapport, Rebâtir la confiance, il y a un bottin de ressources qui est diffusé à travers le réseau du DPCP qui fait état des différentes ressources selon les régions. Donc, notamment, la semaine dernière, j'ai eu une plaignante qui me disait qu'il n'était pas en mesure de s'impliquer à cette étape-ci. C'était vrai ce qui s'était passé, mais à cette étape-ci, elle ne s'en sentait pas capable. Elle habitait maintenant dans une autre région. Donc, j'ai été consulter mon bottin. Je lui ai envoyé un petit courriel en disant « Voici Calax de ta région, voici Cavac de ta région. Il y a une maison pour hébergement également, si jamais ça dérape puis ça va pas bien. » Donc, on essaie de suggérer des ressources qui sont appropriées au cas de la personne qui est devant nous, évidemment. Mais oui, on fait... Évidemment, nos partenaires principaux, on a des Cavac avec nous. Mais on fait aussi affaire beaucoup avec le Calax, qui est un super centre de services qui nous aide aussi autant à l'accompagnement des plaignants que de l'accompagnement des familles. Parce que quand on reçoit les plaignants au niveau de nos rencontres pré-autorisation, je vous mentionnais tantôt que je faisais entre autres les dossiers avec les enfants. Donc, on rencontre les parents, on rencontre la famille et eux aussi ont besoin de services. C'est aussi des ressources qu'on doit suggérer pour ces personnes-là qui sont des victimes collatérales des crimes de violence sexuelle. Dans le fond, chaque enquêteur, lorsqu'il enquête une infraction criminelle qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, doit nous soumettre un dossier. À partir de ce moment-là, à partir du moment où le dossier est sur notre bureau, c'est aléatoire. On est assigné à un dossier à partir du moment où une victime porte plainte en matière de violence sexuelle. On a une boîte courriel où les enquêteurs nous informent « Voici, ce matin, j'ai tel dossier qui est entré. » Donc, c'est la procureure qui est de garde cette journée-là. C'est complètement un hasard lorsqu'il atterrit sur notre bureau. Mais de cette façon-là, en ayant le signalement dès le début, on peut travailler en partenariat avec l'enquêteur au dossier. Donc, quand il arrive sur notre bureau, c'est pas une surprise. On sait que ce dossier-là s'en vient. On doit en faire une analyse objective. Donc, on lit tout ce qui est dans ce dossier-là, les déclarations. Souvent, c'est des déclarations vidéo. Donc, on se doit d'écouter l'entièreté des déclarations vidéo, que ce soit des victimes, des témoins. On prend connaissance des dossiers médicaux s'il y en a, des vidéos. On prend connaissance des déclarations de témoins, des photos. Tout ce qui constitue le dossier, on doit l'analyser. Donc, à partir du moment où on a fait cette analyse-là, c'est les critères dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire est-ce qu'il y a suffisance pour prouver une infraction criminelle. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle d'harcèlement criminel, si une victime dénonce du harcèlement criminel, elle dit « Mon ancien conjoint m'appelle tout le temps, il veut toujours me parler de la garde des enfants, il m'appelle tout le temps. » Pour prouver hors de tout raisonnable dans notre métier du harcèlement criminel, on doit non seulement prouver qu'il y a un comportement, mais on doit prouver que la victime a une crainte raisonnable pour sa sécurité.
Dans un contexte comme celui-là, si la victime déclare au policier « Je vis du harcèlement, mais j'ai pas peur de lui, il fera rien, j'ai aucune crainte pour ma sécurité, je veux juste qu'il arrête de m'appeler. » À ce moment-là, pour nous, c'est impossible de prouver cette crainte-là. Donc, il y a un élément qui constitue le harcèlement criminel qui ne peut pas être prouvé. Donc, est-ce que c'est parce qu'on ne croit pas madame? La réponse est non. Est-ce que c'est parce qu'on ne pense pas que c'est opportun qu'elle ait dénoncé la situation au policier? Non. Mais on sait, nous, qu'on ne pourra pas faire une preuve hors de tout doute raisonnable. Et une fois que cette analyse-là est faite et qu'on en conclut qu'il y a des accusations à être portées, à ce moment-là, on décide des chefs d'accusation. Et cette personne-là va comparaître, donc elle va se présenter à l'accusé à la cour en sachant exactement ce qu'on lui reproche. De ce que je comprends aussi, l'enquêteur et le procureur, c'est la même personne tout au long du dossier, dans la plupart des cas du moins. Et effectivement, on a une directive qui est mise en place, puis qui est en place depuis un certain temps, notamment là, dans notre district, au niveau de la poursuite verticale, parce que c'est un des éléments stressants de ne pas savoir c'est qui le procureur dans le dossier déjà, c'est comment je fais pour la rejoindre. Donc, l'idée de la poursuite verticale, c'est justement de minimiser les intervenants qui viennent en contact avec la plaignante pour lui éviter de répéter constamment les mêmes choses, les mêmes préoccupations, les mêmes faits. Et oui, au niveau des enquêteurs également. C'est ce qui est préconisé au niveau des corps policiers également, dans la mesure du possible, bien évidemment. Mais je peux vous dire que dans la majorité de mes dossiers, on a la même équipe auprès de la plaignante, autant le même enquêteur, le même procureur, jusqu'à la fin. Écoutez, il faut qu'on ait dans un premier temps une victime qui souhaite s'engager dans le processus judiciaire. Il y a l'étape de la dénonciation qui nécessite un courage immense, mais c'est la pointe de l'iceberg puisque par la suite, il y a tout ce processus judiciaire-là qui va suivre. Donc, si on a une dame qui a eu le courage de dénoncer ce qui s'est passé, qu'on la rencontre parce qu'on fait une rencontre pré-autorisation. Donc, avant de décider tous les chefs d'accusation qu'on porte contre quelqu'un, on va s'asseoir avec cette dame-là, on va s'asseoir avec l'enquêteur et on va lui expliquer. Voici, vous avez porté plainte, voici maintenant ce qui est la suite. Avez-vous envie? Avez-vous le courage? Est-ce que c'est le bon moment? Avez-vous la force nécessaire pour le faire? Si on se fait répondre non, c'est mieux de se faire répondre non à cette étape-là, en fait, parce que si on porte des accusations à cette étape-là et que c'est rendu au matin du procès que la dame nous dit « Moi, j'ai plus envie de le faire, je veux plus le faire », bien, il va être trop tard pour nous de reporter des accusations dans 5 ans, dans 2 mois, quand la dame va avoir l'énergie nécessaire pour le faire. C'est mieux de le savoir au stade de l'autorisation, de dire « Parfait, écoutez, on vous entend, on conserve ce dossier-là, on conserve la déclaration que vous avez faite, faites-nous signe quand vous serez prête. » Prenons l'exemple qu'on est au matin du procès. À partir du moment où on est au matin du procès, le juge est là pour entendre, et la juridiction pour entendre le dossier qui va être devant lui, et que moi, je ne suis pas en mesure de présenter une preuve. Parce que ma preuve, c'était la dame, c'était le récit de ce qu'elle a vécu, c'était ça ma preuve. Si cette journée-là, elle refuse de venir pour une raison XY, raconter ce qui s'est passé, je dois dire au juge, je n'ai pas de preuve à vous présenter aujourd'hui. Donc, il est automatiquement acquitté. Donc, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon un verdict d'acquittement qui a déjà été prononcé, donc une autre fois acquis. Et donc, on ne pourra pas décider dans 5 ans, lorsque madame est prête cette fois-là, de reporter des accusations parce que pour le même geste qu'on lui reproche aujourd'hui, il a été acquitté. On ne peut donc pas reporter des accusations dans 5 ans pour le même geste qui a été commis. Il y a souvent des femmes qui me disent, mais admettons que j'ai pas de preuves, j'ai pas de texto, j'ai pas été faire la trousse médico-légale, tu sais, il y a juste ma parole contre celle de l'agresseur. Il y a quelque chose dans leur discours, des fois, qu'on entend qu'il y a une crainte de comment ça pourrait aller plus loin, comment ça pourrait être défendu. Le message qui doit passer, le message qui doit être compris, c'est qu'une parole est suffisante. Il n'y a pas de dossier parfait. Je n'ai pas à avoir une vidéo de l'infraction qui se commet en temps réel pour qu'une personne soit déclarée coupable. Des déclarations de culpabilité, lorsqu'on parle dans le commun des mortels, le langage une parole contre un autre, il y en a. Il y en a des condamnations, c'est suffisant. La Cour a différents critères. Lorsque je parle de la Cour, je parle du juge qui entend le dossier. Le juge qui entend le dossier, par exemple, dans une infraction que nous, dans notre jargon, on appelle un crime sexuel historique, donc qui s'est passé il y a plusieurs années, il a des yeux différents sur ce dossier-là. Il y a des critères à s'imposer, sachant que non seulement il y a, par exemple, 20-25 ans entre la dénonciation et le crime, mais aussi que c'est les yeux d'un enfant qui ont vécu ce crime-là. Donc,
c'est suffisant. Arrêtons de penser que ça nous prend un dossier, comme l'expression le veut, un dossier parfait, avec une vidéo de l'infraction, une parole est suffisante. C'est beaucoup une approche sur le savoir-être. Évidemment, il y a des connaissances juridiques, il y a beaucoup de compétences à avoir pour faire les représentations devant les tribunaux, pour gérer ces dossiers-là. Mais l'approche qui est préconisée, c'est beaucoup une approche humaine. C'est une approche empreinte d'empathie. On est là pour encadrer une dame qui a vécu des choses terribles dans sa vie puis qui doit faire face à ces gestes-là et les raconter à des purs inconnus. Donc, on est là pour lui faciliter son passage dans un processus ardu. Donc, l'approche qui est préconisée, c'est évidemment une approche empreinte d'empathie et d'humanité. Et il faut comprendre que les procureurs qui sont attitrés dans les équipes de violences sexuelles, violences conjugales, ce sont des procureurs qui sont volontaires pour être dans ces équipes-là. Donc, ce sont des procureurs qui sont dédiés à ces causes-là, que les causes de violences conjugales, violences sexuelles leur tiennent à cœur. Donc, on est là volontairement, puis on est là pour la cause, on est là pour les aider du mieux qu'on peut dans notre approche, puis dans l'encadrement au niveau du processus. Personnellement, là, de mon côté, quand je fais ce genre de dossier-là, je suis dans une approche d'empathie, dans une approche aussi de saluer le courage de la personne qui est devant moi, parce que moi, je le sais que je suis juste Mylène Brown derrière, en dessous de ma toge, mais ces gens-là, c'est pas comme ça qu'ils me voient. Ces gens-là me voient comme une procureure, souvent avec toutes les idées que ça peut amener. Donc, j'essaie d'être humaine, j'essaie d'être empathique. J'en discutais avec une collègue. C'est difficile, hein, des fois, d'avoir ce rôle-là. C'est difficile d'entendre ces histoires-là puis de pas vivre d'émotions. Je vous cacherai pas qu'il y a des procès, puis à plus qu'une reprise où, en entendant le témoignage de la victime, je me mords l'intérieur des joues pour éviter qu'il y ait des larmes qui coulent, pour éviter de vivre l'émotion, parce que je ne peux pas me permettre de vivre cette émotion-là. Je vais la vivre à la maison le soir, parce qu'on est tous des humains derrière cette toge-là. Mais c'est cette approche-là. Et je veux pas non plus, très honnêtement, laisser transparaître cette émotion-là au moment du procès, parce que mes épaules, c'est une paire d'épaules sur lesquelles la victime peut s'appuyer. Donc, je veux pas qu'elle voie que la procureure, « Oh mon Dieu, je suis en train de la perdre, elle est dans l'émotion. » Non, je veux pas que ces émotions-là transparaissent autant pour l'avocat de la défense, pour le juge, que pour la victime qui peut sentir qu'elle s'appuie sur moi. Bien, il y a la première rencontre, la rencontre pré-autorisation. Les victimes quittent de là avec nos coordonnées à nous, les procureurs, puis avec les coordonnées de l'enquêteur. Donc, c'est certain que là, il y a un premier contact. Il y aura certainement un contact lorsque la victime sera appelée à se présenter à la cour, que ce soit pour un témoignage pour le procès, pour une enquête préliminaire ou pour une sentence. Dans toutes les dates qui se passent entre le moment de la pré-autorisation et une date où la victime doit être avec nous au palais, on va beaucoup s'appuyer sur nos partenaires aussi pour faire ce lien-là avec la victime, parce que on a un volume qui est assez chargé. On va toujours être là pour répondre à une victime. Moi, je leur dis toujours que je suis au bout d'un courriel, je suis au bout d'un coup de téléphone. Mais souvent, on va demander l'assistance du CAVAC, l'assistance du CALAX, l'assistance de l'enquêteur aussi pour faire le lien sur les différentes dates. Puis je vous dirais que c'est un travail d'équipe qui se fait relativement bien, là. Les victimes sont tout aussi satisfaites de discuter avec l'enquêteur ou avec une intervenante. Et si elles ont une question bien précise, les enquêteurs vont nous l'acheminer, vont nous transférer le courriel, ou les intervenantes, même chose. Donc, on travaille vraiment en collaboration pour s'assurer qu'il y ait un suivi de fait, mais ce serait faux de vous dire que c'est moi, à toutes les dates, qui appelle systématiquement chacune des victimes pour ce faire. C'est toujours à même le DPCP, donc la Direction des poursuites criminelles et pénales. On appelle ça un processus de révision. Je dirais qu'il se divise en 2 temps, ce processus de révision-là. Ça m'est déjà arrivé dans des dossiers, par exemple, où je décide de faire un refus dans un dossier et que la victime m'apporte d'autres éléments de preuve. Voici, je ne vous avais pas remis ces textos-là, par exemple, ou je ne vous avais pas remis ces photos-là, ou je ne vous avais pas donné le nom de tel témoin qui a été rencontré, et que suite à cette addition de preuves-là, je me dise, OK, les choses viennent de tourner, il y a une perspective maintenant raisonnable de condamnation pour une raison XY. C'est la première étape du processus de révision.
la révision, si par exemple je reçois cette preuve supplémentaire-là ou ces informations supplémentaires-là, que je considère que pour moi c'est encore un refus, il n'y a pas de perspective raisonnable de condamnation, je défère le tout à mon procureur-chef adjoint. Que ça prend absolument une nouvelle preuve, des nouveaux éléments pour que ça soit réévalué? Non, Pas nécessairement. pas nécessairement. Ça, c'est dans le cas de la première étape de révision. Quand je vous disais, si ça passe par le même procureur, c'est des situations que j'ai vécues. Donc, de recevoir de la preuve additionnelle, dans le cas que j'ai reçu, c'était une déclaration incriminante par texto. On s'entend que c'est assez aidant dans un dossier comme celui-là. Mais si c'est pas de preuves supplémentaires, ce processus-là, au même procureur, ne reviendra pas. On va passer directement au processus de la procureure-chef adjointe qui va redistribuer le dossier ou qui va l'analyser là, elle-même. À 15 ans, je me rappelle pas d'avoir entendu quelques ressources que ce soit, là, j'ai aucun souvenir de tout ça. Peut-être qu'ils disaient à ma mère. Ça, je sais pas, ils ont peut-être tout expliqué à ma mère, mais moi, j'ai aucun souvenir de quoi que ce soit, à part des PJ. Puis à l'âge adulte, mettons, tu étais déjà accompagnée par le CALAX, mais ils ont-tu discuté des autres formes d'accompagnement que tu pouvais avoir, peut-être? Ben, je sais qu'ils ont parlé du CAVAC, mais j'étais déjà avec le CALAC, puis j'étais très bien comme ça. Je me sentais en confiance et... oui, il y avait eu, il me semble, il n'y avait pas des dépliants. Je peux peut-être me mêler, là, mais je sais t'as un aide, un support, là, mais j'ai pas vraiment... on n'a pas discuté plus que ça parce que moi, j'étais déjà équipée. OK. J'avais pas besoin de plus. Peut-être ça s'appliquait pas nécessairement. Ça s'appliquait pas pour moi. OK. Parce que j'étais déjà équipée. J'avais déjà le CALAC. Puis l'enquêteur, on était en business. Bien, en conclusion, on voulait rappeler nos services à toutes les survivantes qui vont écouter notre vidéo. En fait, nous, le CALAX, on vient en aide aux femmes de 12 ans et plus, adolescentes, en fait, 12 ans et plus, et femmes adultes qui ont vécu une agression à caractère sexuel, qu'importe la forme, que ce soit récent ou que ça fasse longtemps, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de venir nous voir. On est là pour vous aider. Si vous vous questionnez à savoir comment ça va se passer justement au niveau du procès et tout ça, une question par rapport aussi à la décision qui a été prise par le procureur, c'est important de les poser, ils sont là pour ça. C'est ce qu'il disait aussi dans la vidéo, donc de retenir qu'elles sont vraiment là pour ça, de pas se gêner, de voir c'est quoi les prochaines étapes que je peux faire, finalement, les recours possibles aussi, parce qu'il y en a, mais on n'est pas toujours au courant. Donc maintenant, en le sachant, on vous encourage à aller questionner à ce niveau-là, puis vous assurer d'avoir toute l'information en main. Puis à prendre les moyens nécessaires aussi pour vous sentir à l'aise. On a parlé de chien d'accompagnement, tout ça, par avant. Regardez tout ce qui est possible pour vous rendre à l'aise dans tout ça et que ça soit plus facile possible comme processus judiciaire qui est déjà complexe en soi, là.